Parti. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Et bienvenue à la 8e séance du cours La Zone, qu'on anime avec Federico. Ça s'appelle La Zone, économie, production, architecture et territoire. Et dans le cadre de cette séance, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Chemetov. Merci d'être parmi nous, Alexandre. Donc Alexandre est architecte, urbaniste et paysagiste. Et sa démarche, comme il nous montrera à travers ses réalisations, ne cesse de croiser les disciplines en une seule, qui est celle du projet. On va commencer par se présenter, nous. Donc, moi, je suis Emmanuelle Raoul Duval et voici Federico Diodato. On est tous les deux architectes et on exerce à Paris. Moi, je suis gérante de mon agence d'architecture qui s'appelle Room, que j'ai créée après plusieurs années passées aux États-Unis, à Los Angeles. Et j'enseigne donc ce cours et également dans le postmaster POCA de l'école. Donc, je suis moi-même doctorant à l'école et au laboratoire OCS, en co-tutelle avec l'Université de Bologne. Et je suis par ailleurs associé d'une agence d'architecture basée à Paris. Emmanuel et moi partageons une expérience de plusieurs années de l'agence d'Alexandre Chemetov et nous poursuivons aujourd'hui une collaboration professionnelle, notamment dans le cadre de ces cours. Donc, ces cours de la zone, juste deux mots pour le présenter. Il porte sur les liens que les activités économiques entretiennent avec les territoires. En France, à partir des années 60, afin d'organiser de façon rationnelle les territoires, un outil d'aménagement a été mis en place, la zone d'activité économique. Ces zones sont des sites réservés à l'implantation d'entreprises dans un périmètre donné. Les zones d'activité économique, déjà dans leur appellation zone, indiquent une planification décontextualisée qui opère une fracture entre quartiers habités, activités économiques et champs agricoles. Les entreprises se retrouvent ainsi souvent repoussées dans des zones monofonctionnelles, vides la nuit et inaccessibles aux piétons. Donc cet outil d'aménagement, aujourd'hui, montre des risques d'inadéquation avec l'objectif visé, le développement du territoire. Comment donc on peut rétablir un processus de coévolution entre économie, production, architecture et territoire? C'est pour aborder cette question qu'on a invité Alexandre Chemetov à intervenir aujourd'hui. Donc, la présence d'Alexandre Chemetov nous fait particulièrement plaisir, d'abord parce qu'on a passé plusieurs années à travailler dans son agence, des années qui ont construit d'une certaine manière notre vision du projet et une pratique de l'architecture engagée, interdisciplinaire, enracinée au territoire et à toutes ses échelles. Et ça nous paraît aussi important de t'inviter, Alexandre, au sein de cette école, puisque tu as activement pris part à sa fondation. Et tu as écrit une note qui allait servir de texte fondateur et qui a par la suite été publiée dans ton livre Le Plan Guide, suite, en 2010. Et donc à ce stade, du coup, on rentre dans la partie prospective et c'est particulièrement intéressant que Alexandre nous parle de sa pratique. Donc il va nous faire une présentation, on va le laisser commencer. Et elle sera ponctuée de pauses pendant lesquelles vous aurez la possibilité de poser des questions. Et surtout, à la fin, on va se ménager un temps d'échange. Voilà, Alexandre, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, attendez, il faut que j'arrive à charger le montage. Donc, attendez, parce que là, comment je fais? Voilà. Alors, écran partagé, c'est ça? Je dois faire ça. Partager l'écran, oui. C'est bon, là? Oui. Si. Tout le monde voit la carte? Oui. Ça va? Donc, on peut commencer. Donc, pour commencer cette intervention, donc, après en avoir parlé avec Emmanuel Raoul Duval et Federico Diodato, j'ai pensé que la première chose dont nous pouvions parler, c'était précisément la campagne. Donc, à propos d'une intervention que j'avais faite lors de la première biennale d'architecture et de paysage de Versailles, donc l'an passé,
dans une manifestation qui s'appelait Le goût du paysage, pour parler, au fond, à l'échelle de l'Île-de-France, du rapport entre les villes et les campagnes. Et en particulier pour décrire la campagne comme un espace en travaux. Alors, on avait fait une... Attendez, je vais essayer de faire disparaître les fenêtres, là. Voilà. On avait fait une analyse cartographique. Là, on reconnaît Versailles avec le Grand Canal et la ville, le parc. Et donc, pour parler de la représentation de la campagne telle qu'elle apparaissait sur les cartes. Et là, on voit le même périmètre représenté sur la carte IGN où, en vérité, la campagne apparaît comme un espace blanc, pratiquement sans existence, et où ce sont les infrastructures et les villes qui apparaissent comme des espaces qui se dilatent indéfiniment jusqu'à conquérir ces taches blanches de la géographie qui sont la campagne. Et au contraire, quand on représente sur le même périmètre les champs, les prés, les alignements d'arbres, toute la structure agraire, on comprend que la véritable échelle du rapport entre ville et campagne s'inverse et la campagne est loin d'être un terrain vide ou un espace inoccupé. Elle est en vérité un lieu d'activité permanent. Et donc, c'est ce qui m'intéressait en commençant cette intervention, c'est de dire que le premier lieu de l'activité, au fond, ce sont les prés, les champs, les labours, les cultures et l'espace cultivé de la campagne. Et ce qu'on comprend en regardant ces cartes, qu'on peut comparer les unes et les autres ici, c'est qu'en fait, entre la photo aérienne, la carte IGN et une représentation que nous avions faite avec l'Institut Paris Région de la campagne, celle-ci apparaît non pas comme un espace vide ou un espace en creux, si vous voulez, mais au contraire comme le premier lieu de l'activité. Alors cette activité, elle se manifeste, nous avions dressé avec Arnaud Dubois-Freinet et Antoine Deroux des portraits de paysans cultivateurs. Ici, Camille et Nicolas Grimont-Pré, qui sont éleveurs à Saint-Martin-Vieux-Maison, dans la Seine-et-Marne. Voilà la photo aérienne de leur ferme. Et voici donc l'activité ici représentée par ce troupeau de vaches traversant la limite entre deux champs. Et puis on voit là Nicolas accompagnant une vache et son jeune veau qui sur un chemin boisé. On voit l'image donc de ce terrain d'activité qui ressemble très peu à l'idée qu'on se fait des activités et qui pourtant est bien un territoire en activité. Ensuite, Christophe et Élodie Houdard qui ont un verger, qui produisent des pommes et des poires. Donc voilà leur lieu d'activité. On comprend que c'est à la fois aussi un paysage et puis en même temps un lieu de production qui entretient un rapport avec le reste du territoire qui est tout à fait particulier, intéressant donc. Et puis la pixiculture de la Villette avec Emmanuel Coupin, on voit là une vue aérienne du domaine, les bassins d'élevage donc qui sont en même temps qui ressemblent à un parc ou une sorte de jardin comme ça, idéal.
Et voilà la photo aérienne d'un autre lieu d'activité. Donc nous sommes très loin de l'image qu'on se fait des zones d'activité. Et pourtant, nous sommes ici dans un territoire d'activité, d'ailleurs assez intense, avec ces élevages de truites de rivières ou de sources et de saumons. Voilà, la façon dont cette pisciculture de la Villette se prend place. Alexandre, on te coupe juste 2 secondes parce que je crois que les images passent pas au même moment où tu nous dis les choses. Oui, elles arrivent un peu en retard. Donc je ne sais pas si c'est un problème d'affichage. Là, tu as quoi comme image devant toi? Moi, j'ai la vue aérienne de la pisciculture de la Villette. Alors, pas nous. Donc, on va peut-être attendre un tout petit peu que ça arrive à la vue aérienne. Là, il y a un problème alors. Ça veut dire que je n'ai pas bien chargé le truc. Non, c'est peut-être juste là. Attends, là. Non, je pense qu'on n'avait pas. Je pense qu'il. Là, on a une vue à vol d'oiseau, en fait. C'est pas une vue. Enfin, c'est. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah voilà, on y est alors. Sombre de peuplier là. Voilà, on peut continuer. Et si Oui. ça marche pas, on te dira. Tout à fait. D'accord, je continue. Ouais. Merci. Donc, la ferme Maurice, donc, qui sont des producteurs de fruits et légumes, des maraîchers en fait à Avrainville, Philippe Maurice et son fils Fabien Maurice. Voilà la vue aérienne de leur ferme, qui était un ancien lieu de production de fleurs avec des serres qui sont sur rail et qui se déplacent au-dessus des champs de culture. Et on voit donc cette géométrie assez rigoureuse de cette exploitation. Voilà une image d'une serre avec des citrouilles. Là. Et puis, voilà aussi ce lieu d'activité là qu'on voit en vue aérienne avec ces serres et ces champs, donc qui représente aussi un lieu d'activité au milieu de cette campagne cultivée. Voilà la vue aérienne de ces serres et des champs, là dans une période de labour donc, et de herçage, donc en dehors de la période productive à proprement parler, mais qui est aussi voilà, avec. Donc on comprend que ce sont des productions qui sont soumises au rythme saisonnier des cultures, et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette observation. Un autre exemple, là, celle de Alix Heurtaud, qui cultive des grandes étendues, des grands champs, donc pour produire du blé. On voit ici un tracteur avec sa remorque traversant un champ. La moissonneuse-batteuse en train de récolter les épis de blé. Et cette vue-là d'une agriculture plus industrielle, donc sur ces grandes étendues sur lesquelles Alix Heurtaud cultive ses céréales. Enfin, une culture assez différente ici avec celle de Sophie Bénard qui élève à Mandres-les-Roses dans un environnement plus urbain au milieu de pépinières qui sont les pépinières du département du Val-de-Marne qui élèvent des volailles. Donc on voit ici les poules de Houdan et puis les poulaillers qu'elle déplace, qui sont sur des roues comme ça, qui permettent de déplacer les poulaillers dans le champ. Voilà l'aspect de sa ferme, qui, comme on le voit sur ces images, est très proche de lieux urbanisés. Ensuite, un exemple différent, celui du domaine de Courance et de Fleury-en-Bière, qui représente 1 millier d'hectares, donc un très grand domaine dont la moitié est en culture et qui a comme caractéristique d'être passé en agriculture de conservation, donc avec
une agriculture donc raisonnée et biologique, sans traitement phytosanitaire des cultures. Voilà, donc une campagne qui est celle entre le château de Fleury et le château de Courance, dont s'occupe Valentine de Ganay avec Bruno Saillet, son chef de culture, avec l'autoroute donc du sud qui traverse le domaine. Et là, on voit les premiers éléments de l'agroforesterie avec la plantation d'arbres dans les champs. Et donc, le traitement ici des champs sans labour, justement, avec un semis de trèfle sur la terre qui n'est plus retournée, donc avec des moyens de culture différents. Ensuite, un autre horticulteur, enfin un maraîcher plus exactement, Laurent Bérurier, qui est proche de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, ici, avec des productions de choux sur fond de zone d'activité. Donc au premier plan de l'activité, la production des légumes, et au deuxième plan d'autres activités qui correspondent plus à l'idée que nous nous en faisons. Mais c'est justement cette idée que à la fois les bâtiments qu'on voit à l'horizon de cette image et le premier plan sont deux aspects de l'activité, l'une qui est la culture du sol et l'autre qui est l'activité à l'intérieur de ces bâtiments, j'allais dire confinés à l'intérieur de ces bâtiments. Et voilà donc ce rapport entre ces cultures dont on voit que elles obéissent à une logique productive et qu'en même temps, on y décèle le souci d'une forme de représentation, en fait, de travail sur la beauté de ces cultures, de ces assemblages, des tapis qui sont là présentés et du rôle, enfin de ce rapport entre ville et campagne qu'on voit ici représenté d'une manière tout à fait intéressante et qui illustre bien le fait que les villes et les campagnes sont liées par une destinée commune. Voilà l'activité, donc celle qui consiste à accueillir ici les légumes et à les placer, ça doit être des céleris, n'est-ce pas, qui sont placés dans des caisses. Et puis enfin, pour terminer, un lieu de culture dans tous les sens du terme qui est du roi à Versailles. On voit sur l'image la pièce d'eau des Suisses, la cathédrale Saint-Louis et le potager, donc qui est implanté ici à l'initiative de celui qui allait être le promoteur de ce projet, c'est-à-dire Jean-Baptiste de la Quintigny, qui était un juriste de formation et qui, chargé de l'enseignement d'un jeune homme pour lui enseigner au fond les éléments essentiels de ce qui devait constituer une bonne éducation, l'a initié à l'art des jardins et à la culture, et s'est lui-même converti à cet art. Et le potager a été ce lieu à la fois de transmission, de production et d'enseignement. Et c'est voilà, un lieu de culture donc, et qui prend place dans la ville et qui est en même temps maintenant le lieu où se tient l'École nationale supérieure de paysage et où s'est tenue pendant longtemps l'école d'horticulture. Et donc on comprend qu'il y a une destinée liée entre la transmission, l'enseignement et la production ici. Et on peut s'interroger au fond sur le rapport qui peut exister entre une école et un lieu de production, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une école est un lieu d'activité et comment se représente finalement son activité, quelle devrait être
la vision aérienne d'une école d'architecture, c'est-à-dire de l'école et de ses dépendances. Y aurait-il des bâtiments en construction, un champ d'expérimentation si l'on considère que le potager est en quelque sorte aussi, à sa manière, un champ d'expérimentation pour cette école de paysage. Donc, voilà une réflexion particulière sur le rôle que joue ce lieu de production. On voit là les murs sur lesquels sont palissés des pommiers ou des poiriers ou des pêchers un peu plus loin. Et donc la maîtrise du climat, des saisons, au profit de la production de fruits et légumes, ici avec ces cultures en espalier, et donc ce potager qui se trouve dans la ville. À l'horizon, au fond du potager, se déploie la ville de Versailles, le château et le parc. Et donc, ce lieu de production, ce lieu d'activité, inverse en quelque sorte la manière dont on perçoit cette question, me semble-t-il. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'introduire cette conversation, enfin cette présentation, en m'appuyant sur ce que j'avais appelé à ce moment-là le goût du paysage et qui est représenté par ces différents lieux de production proches des villes ou plus loin des villes, et ici liés à la destinée de ces villes. Voilà la transformation que nous avions faite des anciens laboratoires de l'école d'horticulture pour créer le lieu dans lequel se tenait cette exposition et qui est un lieu qui est à la fois au dedans et au dehors, comme devrait être une école de paysage, me semble-t-il. Voilà les activités qui s'y tenaient aussi, celle de la vente sur place des produits, donc des différentes fermes qu'on a pu visiter et d'autres encore, avec le pain qui est fait ici à partir des cultures de la région d'Île-de-France, les fromages, les jus de fruits, enfin toutes sortes de choses différentes. La cuisine, donc, puisque tout ce qui est produit dans ces lieux d'activité qui sont les fermes et la campagne sont destinés à nous nourrir et à nous bien nourrir pour qu'on puisse partager le plaisir de ces nourritures terrestres, et puis aussi entre le dedans et le dehors de l'école, au seuil de la construction, finalement, se dire que ces lieux de production, ce lieu de production qui est le potager, peut aussi être un lieu de discussion, de transmission, d'enseignement. Et donc, on voit bien qu'on passe insensiblement de l'idée d'un espace productif, d'un espace d'activité, à une activité essentielle qui est celle de la culture, de la transmission, de l'enseignement, et que la période que nous vivons nous empêche de vivre d'une façon aussi directe et que cette impossibilité de se parler directement est sans doute ce qui nous empêche d'avoir véritablement un dialogue. En tout cas, on essaie de l'avoir par l'intermédiaire de cette visioconférence que nous partageons en ce moment. Voilà, donc ça, c'était le premier élément de cette intervention. Donc, je m'arrête 5 minutes sur cette image. Est-ce que vous partagez en même temps les mêmes images? Il y a un léger décalage, Alexandre, mais dans l'ensemble, ça va. Il y a quelques secondes de décalage. Ah. On me dira si c'est vraiment problématique. Des... On voit très bien là. Comment? On voit bien là. On voit bien les bâtiments des Suisses avec l'amphithéâtre à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un
peut-être. Oui, Est-ce que ici, quelqu'un toi, des aurait questions? des questions à poser à Alexandre sur ce première présentation de projet? C'est plutôt une question dont je me présente. En fait, j'étais ancienne étudiante à l'école du paysage l'année dernière et j'ai vu cette exposition en réel. Donc voilà, moi, c'était plutôt une question pour savoir si vous aviez fait un recueil à la suite de cette exposition ou vous en avez juste fait. Enfin, là, c'est des éléments, mais est-ce que vous en avez fait un recueil? Voilà, c'était juste pour savoir. Non, c'est un projet. On doit effectivement publier un catalogue complet qui reprenne en fait les éléments qui étaient exposés. Et voilà, ça reste pour l'instant un projet en cours qui ne saurait tarder d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on pourra revenir à la fin, de toute façon, Bien quand on sûr. fera la discussion un peu plus longue. Alors, je vais passer à un autre exemple qui est celui de l'île de Nantes. Donc, l'île de Nantes, en fait, c'est une des questions posées par le projet de l'île de Nantes. Donc, c'était la possibilité de fonder la ville sur les traces et les tracés de la ville industrielle qui était déjà là. Et c'est pourquoi, dans le développement du plan guide de l'île de Nantes, le rapport entre le plan qui dresse l'état des lieux et que l'on voit ici, et celui du projet qui devrait apparaître maintenant, est essentiel. C'est-à-dire que c'est véritablement en fait, l'idée que c'est à partir des éléments constitutifs de la ville existante et d'une ville industrielle que se compose, au fond, cette transformation de la ville sur elle-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette transformation ne se fait pas simplement se fait également à partir d'une ville qui était largement consacrée à la production et à l'activité. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être ce contenu même de la ville préexistante qui a influé la manière dont non seulement la forme urbaine, mais également le programme de cette ville s'est développé. Et si vous voulez, quand on dressait l'inventaire de tous les bâtiments qui existent sur l'île, on voyait que cet assemblage de formes qui apparaît sur ce tableau qui montre côte à côte tous les bâtiments existants associe des échelles qui sont aussi liées, des différences d'échelles qui sont aussi liées et des différences typologiques qui sont aussi liées aux différences d'usage, de fonction, et qu'il y a une grande richesse dans cet inventaire qui est aussi liée à la diversité des activités et des fonctions qui se retrouvaient sur l'île de Nantes. Et donc, c'est cet héritage qui me semble dominer la manière dont nous avons mené ce projet pendant les années du plan guide et qui, d'ailleurs, continue toujours à avoir une influence sur la manière dont ce projet est conduit encore aujourd'hui. Est-ce que nous avions imaginé, par rapport à la règle urbaine, c'était d'imaginer que justement l'existant pouvait influer la manière dont la règle elle-même était édictée. Et que, par exemple, la forme d'anciens entrepôts ou de locaux d'activité pouvait perdurer comme des éléments quasiment patrimoniaux ou en tout cas de permanence de la forme urbaine et peut-être des activités qui s'y déroulaient. Voilà le plan d'ensemble. Je ne sais pas si vous le voyez en même temps que moi. Et C'est bon. donc,
une des premières choses qu'on a imaginées, c'est de travailler sur un des lieux de l'activité les plus emblématiques de la ville d'aujourd'hui, qui est le grand centre commercial Beaulieu. En imaginant comment, à partir d'un centre commercial, on pouvait imaginer, avec l'arrivée d'une ligne de transport en site propre, imaginer qu'un centre commercial qu'on voit ici comme un centre commercial de périphérie se retrouve en quelque sorte rejoindre la ville, non pas en transformant son activité, mais en imaginant comment cette activité, précisément, peut prendre place dans la ville. Et c'est comme ça que nous sommes passés de cette image d'une activité périphérique à la construction, finalement, à partir de ce qui existait, d'une activité de ville. Avec le projet donc, qui a été mené ici avec Patrick Bouchin, du centre commercial, du nouveau centre commercial Beaulieu, qui a pris place d'une autre façon à l'intérieur du tissu urbain. Et c'est ce qu'on voit sur ces images. Donc, une question ici, c'est-à-dire comment une activité qu'on pourrait presque considérer comme exogène, ou en tout cas qu'on imagine incompatible avec la ville, peut trouver place dans la ville, qui est celle de l'activité commerciale. Et puis, une autre activité qui était celle de l'usine Alstom, dont on a conservé une partie d'ailleurs sur le site, et dont on a conservé aussi avec les grandes halles les traces, en imaginant à partir de là quelles activités, au fond, pouvaient accueillir ces anciennes halles industrielles. Et c'est ainsi qu'a pris place un premier bâtiment dans cet ancien bâtiment industriel d'Alstom, consacré à un travail autour de fabrication de pompes. Donc, comment ce bâtiment a été transformé pour accueillir, là on le voit pendant les travaux, avec les anciens entrepôts, les anciennes halles industrielles, encore en activité ici, avec toujours une partie de l'activité d'Alstom qui s'y trouvait, et puis le bâtiment donc, de production de ces pompes qui était en train de devenir la maison de l'avocat. Donc on voit comment cet héritage industriel ici sert en quelque sorte d'appui, mais aussi, je dirais, de support à de nouvelles activités qui arrivent en ville, et comment il y a non seulement une permanence des tracés, mais aussi une certaine forme de permanence des structures mêmes de la ville industrielle au profit d'activités nouvelles et parfois au profit d'une transformation de ces activités ou, comme l'arrivée par exemple d'un laboratoire pharmaceutique ou d'un lieu consacré aux biotechnologies ou à un lieu qui accueille une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Et donc, on voit qu'à partir de cet état des lieux de la ville industrielle, peut se composer, ici avec le parc des chantiers, une autre manière de mêler dans le projet urbain et le projet de transformation de la ville l'activité aux autres fonctions de la ville, en se servant de cet héritage à la fois comme un héritage de tracé, un héritage de forme, de construction, mais aussi un héritage de fonction. On voit là le site des chantiers tel qu'il était encore lorsque ceux-ci étaient en pleine activité. Et donc, c'est à partir de cette
au fond, de cette mémoire et du site tel qu'on l'a découvert, là, avec l'activité qui s'en est étalée, qu'on a imaginé comment reprendre, comment transformer les grandes nefs de la Loire, le parc des Chantiers lui-même, etc., en essayant de fonder toute cette, tous ces tracés, mais aussi les fonctions qu'il accueillait à partir de cet héritage industriel et de cet héritage d'activité. Donc on voit là un plan des nefs de la Loire et de l'état des lieux dans lequel on les a trouvées, et puis la manière dont elles se sont transformées pour accueillir de nouvelles activités qui sont en l'occurrence les machines de l'île, c'est-à-dire la fabrication de l'éléphant, mais aussi d'autres machines qui, de ville en ville, sont, à l'initiative de François de la Rosière et de son équipe, fabriquées dans ce lieu qui est non seulement un lieu de démonstration, mais aussi un lieu de fabrication de ces machines urbaines qui sont les éléphants et autres araignées géantes. Voilà comment on comprend d'ailleurs, quand on regarde les horizons de l'île de Nantes telle qu'elle se transformait, comment cohabitent finalement les transformations de la ville et l'héritage de cette ville d'activité et de cette ville industrielle. Voilà l'esquisse de transformation des nefs de la Loire, les premières visites sur le terrain et les étapes de la transformation de ces grandes nefs au profit d'activités nouvelles que l'on voit symbolisées ici, avec ce grand parapluie qui abrite à la fois la galerie des machines et l'atelier de fabrication des machines qu'on découvre ici au début de son activité, qui est aujourd'hui plus fourmillante et plus intense encore. Voilà le passage de l'éléphant dans les nefs et aussi comment les cales de lancement sont devenus aussi des lieux qui se sont transformés pour accueillir à leur tour de nouvelles activités. Donc comme une sorte de passage de relais entre des activités anciennes et des activités futures, quand bien même celles-ci ne seraient pas définies par un programme tout à fait arrêté. Donc la question, c'est de savoir, avec ici par exemple la Cité des Chantiers, comment cet héritage au fond de non seulement de la forme urbaine, mais de ses fonctions, peut servir de support à l'invention du programme de la ville qui vient. C'est-à-dire comme si était contenu dans l'état de lieu, non seulement les héritages des tracés, des bâtiments, mais aussi de ce mélange d'activités qui faisaient et qui font la qualité des villes. Alors voilà, ça c'est le deuxième volet, donc autour de l'île de Nantes, et la question de l'héritage de la ville industrielle et du rôle qu'elle joue dans la transformation de ce territoire. Donc si vous voulez, je vais enchaîner avec un autre exemple qui est celui de la COP Alsace à Strasbourg, qui est un projet sur lequel nous travaillons en ce moment. Et on voit là un plan de la ville de Strasbourg, jusqu'au bord du Rhin, avec de l'autre côté du Rhin la ville de Kehl, donc en Allemagne. Et on comprend que cette ville est marquée par deux axes principaux. Un axe qu'on pourrait appeler un axe d'urbanité, qui est celui de la Neustadt, que l'on voit en haut de l'image et qui se poursuit en quelque sorte avec la rue du Port du Rhin dans le site de la COP. Et un autre axe qui est un axe industriel, un axe d'activité
qui est celui de la ville-port, sachant qu'à Strasbourg, cette activité portuaire n'a cessé de se déplacer depuis le centre et les bassins donc, qui jouxtaient le centre de Strasbourg pour se diriger de plus en plus vers le Rhin, avec les grands bassins qui viennent ici, qui sont mitoyens du site de la COP au bord du Rhin. Et la jonction de ces deux axes définit en quelque sorte la géométrie du site de la COP. On voit là un plan datant du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe d'ailleurs. Non, c'est une carte de 1910 qui montre comment donc cette ville industrielle finalement, petit à petit, est aussi une manière de faire avancer la ville au bord du Rhin, qui entre 1870 et 1918 n'était plus une frontière. D'ailleurs, un siècle plus tard, avec le tramway qui franchit le Rhin, celui-ci a cessé à sa manière d'être une limite aussi nette, même si avec un ticket de tramway, on peut passer de Strasbourg à Kehl. Et donc, il y a une sorte de continuité comme ça de part et d'autre du Rhin, et on comprend que ce développement de la ville vers l'est était aussi lié à cette période qui a vu la construction de la Neustadt et qui voit aujourd'hui la construction entre la Neustadt et le bord du Rhin, entre la ville-port et le bord du Rhin, d'un nouveau développement de la ville dont la COP est un des éléments. Donc on voit le plan de Jean-Geoffroy Conrad de 1880 représentant la Neustadt avec un collage de la COP qui s'installe un peu plus tardivement d'ailleurs au bord du Rhin en 1911, sachant que la société coopérative est créée en 1902 dans le centre de Strasbourg. Donc voilà les bâtiments tels qu'ils furent en 1912 lorsqu'ils se construisaient, tels qu'ils ont évolué dans les années 30 et tels qu'on peut les découvrir quand on commence ce projet en 2015 et 2016. On voit aussi que ce site est marqué par une grande diversité de bâtiments industriels, de bâtiments d'activité en plus ou moins bon état, et que se pose la question donc de cet héritage industriel et de cet héritage de cette ville de l'activité et comment cette ville active, au fond, cette ville consacrée aux activités, à la production, peut-être là aussi la fondation, mais plus que ça, c'est-à-dire peut-être la thématique, donner la thématique de la transformation de la ville sur elle-même. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on passe ici du plan d'état des lieux, avec ces différents bâtiments construits entre 1911 et 1960, donc de cette activité donc de vente et de production de biens de consommation alimentaire, qui était la spécialité de la COP, jusqu'au plan de transformation de la ville d'aujourd'hui, qu'on voit ici dans une étape première, puis dans une étape, disons, de son évolution. Et ce qu'on comprend, c'est que le dessin tel qu'il apparaît ici, en plan, est indissociable, au fond, de l'héritage de l'histoire de la COP. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on n'aurait dessiné un plan d'un quartier de ville qui ressemble à cela. Enfin, on voit bien qu'on est très loin des images parfois un peu, comment dire, répétitives qui développent à l'envi les formes urbaines des nouvelles parties de ville, que ce soit dans la région parisienne, à Bordeaux, à Lyon, à Lille,
ou à Strasbourg également. Et donc se pose la question au fond du rapport singulier qui existe entre l'histoire d'un site, sa position et la manière dont on peut continuer en quelque sorte le dessin de la ville à partir de cet héritage. Et ce qui est intéressant en prolongement du travail de l'île de Nantes, c'est qu'on comprend que ce qui fait la singularité ici du tracé, de la composition urbaine, c'est aussi ce lien particulier avec cet héritage industriel. Mais au-delà de ça, c'est non seulement cette continuité qui est montrée et cette diversité des constructions qu'à nouveau on relève et qui est fait de ces assemblages d'échelles, de fonctions, de styles et d'époques qui donnent une qualité tout à fait particulière à tous les éléments que l'on découvre sur cet inventaire du patrimoine de la COP, mais c'est aussi, au fond, la façon dont, partant de l'existant, on imagine comment se servir de ce qui existe pour non seulement fonder la forme urbaine, mais inventer le programme de la ville qui vient. En se disant, par exemple, que à partir de ces bâtiments, à partir de ces fonctions qui sont des fonctions de stockage, on peut continuer, à partir de ces ateliers en bois qui existent, à faire des nouveaux ateliers en bois, à partir du grand garage, de faire un lieu qui devient un lieu où des artistes se construisent leurs propres ateliers, à partir de la cave à vin, un lieu d'activité, et à partir de l'Union sociale, qui est un bâtiment qui abritait des stocks de la COP, de pouvoir abriter le pôle de conservation des collections des musées de Strasbourg. Et on voit donc que s'établissent des correspondances entre des fonctions d'activité anciennes et la possibilité d'activités nouvelles, comme si ces bâtiments en eux-mêmes devenaient le support de l'imaginaire d'un programme qui rencontre une réalité vraie, puisque les réserves des musées de Strasbourg viennent vraiment dans le bâtiment de l'Union sociale, que les ateliers bois deviennent des ateliers dans lesquels s'installent des artistes, que l'ancienne menuiserie devient une nouvelle menuiserie, etc., etc. Et que dans cette espèce de tautologie interprétative, il y a non seulement l'invention et la transmission d'une forme urbaine et de formes construites, la transformation de bâtiments existants, mais aussi, et parallèlement à ça, l'invention d'un programme. Et on va voir comment, à partir de ce terrain qui s'appelle la virgule, à partir d'une observation de l'état des lieux, comment on imagine, au fond, la transformation de ces lieux pour accueillir des activités, ici des ateliers d'artistes, là un lieu qui sert aussi de support pour pouvoir monter des bâtiments temporaires sur une grande esplanade. Là, la menuiserie qui devient aussi une menuiserie. Et on voit ici comment petit à petit, à partir de cet état des lieux, s'inventent de nouvelles activités inspirées par les activités anciennes. Et on voit comment, dans les travaux, ici, cette imagination, finalement, de la transformation possible des lieux rejoint la réalité de la transformation de ce site. Et comment on arrive, à partir de cet héritage, à composer une architecture qui est à la fois située par rapport à l'héritage des bâtiments existants, mais aussi par rapport aux activités qui s'est déroulées. Et tout se passe comme si les artistes qui viennent dans cet ancien atelier bois de la COP Alsace reprenaient une activité ancienne en la poursuivant par d'autres moyens.
Et donc, ces lieux, petit à petit, s'ouvrent aussi au public et commencent à vivre autrement, mais aussi pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est qu'on se sert de cet héritage pour à la fois transformer d'une façon économique des bâtiments en essayant d'y mettre des activités qui sont adaptées à leur forme et à leur capacité. C'est-à-dire c'est cette recherche de correspondance qui est au cœur de cette démarche. Comme on va le voir maintenant dans la transformation du bâtiment de l'Union sociale pour accueillir le pôle d'études et de conservation des collections des musées de Strasbourg. Donc je vais un peu plus vite. On voit comment un bâtiment, on passe de l'état des lieux au projet, donc en s'inspirant très fortement de ce qui existe, mais en s'autorisant à des transformations. Et on voit comment petit à petit cet imaginaire se construit à partir de cette activité existante. Et comment les qualités du bâtiment, qui sont un bâtiment de stockage, sont utilisées au profit d'un bâtiment, c'est-à-dire de stockage aussi, qui sont les réserves. Comment on passe, si vous voulez, du stockage des pâtes alimentaires, du sel et du riz au stockage des œuvres d'art. Sachant que dans un cas comme dans l'autre, ces bâtiments requièrent des qualités comparables. Et là, on voit quelques images du projet de transformation en cours, où même dans des détails, on réutilise par exemple les volets en bois qui fermaient les cellules consacrées à la livraison et au départ des marchandises au rez-de-chaussée sur des quais, pour occulter les vitrines et les fenêtres du nouveau bâtiment. Et puis comment cette activité s'ouvre au public en se servant des anciens auvents des quais de déchargement pour abriter une activité pédagogique que l'on voit ici sous ces grands auvents avec des conteneurs qui contiennent les salles qui accueillent du public pour faire que le public puisse venir visiter les réserves sans pour autant rentrer à l'intérieur du bâtiment, mais en profitant de la vue des vitrines dans lesquelles sont exposés un certain nombre des éléments qui sont par ailleurs stockés à l'intérieur du bâtiment. De la même façon, la cave à vin, qui est un bâtiment important, nous avons imaginé sa transformation. Et en voyant, par exemple, l'énorme salle d'embouteillage, nous avons pensé qu'elle pourrait abriter une grande brasserie. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer maintenant, où l'on passe de cet imaginaire à la réalité de cette transformation. Et on voit petit à petit comment ces architectures passent de ces activités anciennes à de nouvelles activités, comme on passe de la salle d'embouteillage à l'accueil d'une grande brasserie, restaurant, dans ces énormes volumes ouverts sur le paysage de la ville, et comment on se sert de toutes ces qualités à la fois structurelles et esthétiques des bâtiments pour imaginer comment, dans un coût maîtrisé, on arrive à les ouvrir à de nouvelles activités. Et voilà la transformation de ces bâtiments et de la grande salle d'embouteillage qui est en train de devenir ce grand restaurant qui pourra accueillir un milieu de couvert et qui se fera sous forme d'un food court. Et voilà cette image donc qui accompagne un peu ces transformations en imaginant comment, à partir de cette activité de la COP, on peut, au fond, définir un nouveau programme contemporain et qui fait qu'on passe de cette COP à une forme de ville coopérative et active qui se développe aujourd'hui sur le terrain de la COP.
Alors voilà, on peut peut-être marquer une pause, arriver à ce point-là, avant de poursuivre avec 3 autres exemples. Très bien. Alors, là, est-ce que vous voyez apparaître là, de la plateforme logistique, de la Non, pas plateforme encore. à la ville logistique? Pas encore. On va te dire quand ça apparaît. Il y a un petit décalage. Non, mais je pense que c'est parce qu'il y a 300 personnes. Je pense aussi. Mais du coup, Si. si on se dit qu'il y a 4-5 secondes de décalage. Voilà, maintenant on l'a. On le voit. D'accord. Donc le prochain sujet, c'est une étude que nous avions faite il y a quelques années maintenant sur la ville logistique à partir de la plateforme de la Sogaris, donc dont l'activité est une activité de logistique, pour se dire que à côté des halles de Rungis et que se trouvait là un grand territoire d'un millier d'hectares entièrement consacré à la logistique entre les installations mitoyennes de l'aéroport d'Orly, la Sémarise, donc c'est-à-dire les halles de Rungis, et puis la Sogaris et différents établissements consacrés à la logistique, donc qui sont installés sur ce territoire. Et on a fait cette étude donc, pour le compte de la Sogaris, et en s'intéressant à l'histoire au fond de cette logistique urbaine. En découvrant une activité qui est une activité assez rude, donc avec un fonctionnement 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24, où pour voir comment cette ville logistique vit, il faut aller la nuit, voir ces poids lourds arriver de l'autre bout de la France, décharger, recharger, avec des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Un travail qui représente au fond une activité essentielle à la vie des villes, puisque c'est leur approvisionnement qui est ici en jeu, et c'est une dimension qu'on a souvent tendance à ne pas regarder, et qui est pourtant déterminante, parce que si cette activité logistique s'arrêtait, en moins d'une semaine, on manquerait de tout. Et ça, c'est une activité qui ne peut pas se délocaliser véritablement et qui ne peut pas non plus se faire d'une façon totalement virtuelle. Et donc, on est au cœur d'une activité industrielle dans la ville qui est celle de la logistique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette activité prend place sur une ancienne campagne, sur la route qui allait de Versailles à Choisy-le-Roi, donc l'allée de la Reine, au lieu dit de Belle-Épine, qui est le carrefour qui se situe à l'angle de la Nationale 7 et de l'allée de la Reine. Et ce terrain de Belle-Épine, petit à petit, on va le voir changer pour devenir la zone d'activité que chacun connaît aujourd'hui et qui se trouve maintenant sur le tracé de la A86 et au croisement de la nationale, enfin de l'ancienne Nationale 7. Donc à l'origine, un projet d'installation à la fois des halles de Rungis, mais aussi de tout un pôle de distribution logistique lié aux halles de Rungis, avec l'idée à l'origine donc de faire de cette ville une sorte d'utopie moderne construite avec des bâtiments qui sont confiés à des architectes comme Olivier Vaudou et Raymond Louty, qui construisent les premiers bâtiments de la Sogaris. Et l'on voit ici l'allée de la Reine, d'anciens bâtiments, et puis ces nouvelles installations sur le site de la Sogaris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve à 10 km du centre de Paris, mais qu'on se trouve aussi au centre d'une ville qui est celle de
du Grand Paris, ou en tout cas de la région parisienne. Et on comprend que cette activité logistique concerne environ 22 millions de mètres carrés d'entrepôts, jusqu'à 25 millions de mètres carrés d'entrepôts dans la région parisienne, et concerne 320 000 emplois qui sont des emplois salariés, dont 63% de ces emplois sont des emplois d'ouvriers. Donc on est véritablement dans une partie de l'activité souvent ignorée, mais qui est indispensable, et on voit qu'elle occupe une part importante de l'activité à proximité des villes. Et on comprend que cette ville logistique d'1 millier d'hectares, donc qui se trouve autour de Rungis, Orly, Chevilly-Larue, au sud de Paris, intéresse au fond dans un cercle de 10 km autour d'elle-même, un territoire qui va de Bonneuil jusqu'à Bièvre ou de Sainte-Geneviève-des-Bois jusqu'au 13e arrondissement. Et donc, ce qui est intéressant dans ce décentrement de cette activité logistique par rapport au centre de Paris, c'est qu'elle définit comme une nouvelle centralité, au fond, de la distribution de ces denrées alimentaires, et que se dessine, au fond, autour de cette ville logistique, une sorte de centre d'activité d'une zone d'influence, en quelque sorte, de cette activité logistique. On voit aussi que cette grande ville logistique est desservie par les nouvelles lignes de tramway, comme la ligne 7, la ligne 7 du métro, Villejuif, Aragon, le prolongement de la ligne 14, etc., etc. Et donc, on se trouve dans un lieu qui est aussi au croisement du réseau de desserte qui irrigue la région parisienne. On voit là cet énorme développement de la ville logistique, je le disais, sur 1 millier d'hectares, et avec à l'origine des travaux d'ailleurs d'implantation du marché international de Rungis, de travaux considérables, avec notamment le déplacement de l'aqueduc de la Vanne pour libérer les terrains, la plateforme de Rungis et celle de la Sogaris également. Ce qui est intéressant, c'est que cette ville logistique pourrait servir de regroupement, finalement, en effectuant une sorte de remembrement logistique, venir recréer, au fond, autour de cette ville logistique, des activités qui sont parfois éparpillées au milieu du tissu urbain, et qu'on pourrait retrouver, au fond, une sorte de remembrement de cette ville logistique. Et ce qu'on comprend quand on fait ça, c'est que cette ville logistique n'est pas une entité uniforme, quoi, et qu'il existe une diversité tout à fait remarquable des activités logistiques. Et que quand on dit qu'on pourrait implanter ou développer à cet endroit-là une ville logistique, c'est le contraire d'une ville qui serait totalement monospécifique, parce qu'il y a dans la logistique elle-même d'infinies variations programmatiques qui font que cette ville est aussi une ville diverse. Par exemple, elle peut être composée de grands îlots qui sont des grands bâtiments logistiques d'entrepôts et qui est en quelque sorte la logistique côté court, c'est-à-dire la logistique fermée, la logistique dans ces grandes plateformes closes sur elles-mêmes, mais que l'on peut superposer, c'est-à-dire qu'on peut non seulement définir des grands îlots clos à partir des îlots existants, mais imaginer qu'on peut les développer en hauteur et superposer ces fonctions à la manière d'hôtels industriels pour arriver à densifier au fond cette activité logistique et éviter une forme d'étalement logistique, avec la tentation d'ailleurs très grande de voir des plateformes logistiques s'installer plus loin de Paris, à
à 50 ou 60 kilomètres au milieu de cultures, et ce qui pose aussi la question de disons, de l'arrêt de l'artificialisation des sols au profit de l'activité, c'est-à-dire comment arrive-t-on à concentrer en quelque sorte l'activité logistique pour éviter qu'elle ne participe à l'étalement urbain et à l'artificialisation des sols, et supprimant à nouveau des terres cultivables au profit d'activités nouvelles, étalées. Et donc, l'idée, c'était de faire de ces grands enclos logistiques côté court, c'est-à-dire les activités logistiques fermées, des enclos superposés, donc, dont les toits eux-mêmes pourraient accueillir d'autres activités comme des terrains de sport, des parkings ou des aires de service. En prenant exemple d'ailleurs sur les entrepôts tels qu'on les connaît à Paris, c'est-à-dire les entrepôts McDonald's avant qu'ils ne soient transformés, ou les entrepôts tels qu'on peut les observer à Yokohama, par exemple, où on voit ces grands entrepôts avec 3, 4 ou 5 étages superposés. Et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'avec la logistique c'est un métier très rude, comme on le voyait tout à l'heure, avec des gens qui travaillent dans des conditions climatiques extrêmes, avec les très fortes chaleurs de l'été ou les grands froids de l'hiver, en plein air, dans des espaces ouverts aux intempéries, aux courants d'air, etc. Et que la question du confort des gens qui travaillent dans la logistique est posée. Et qu'on a besoin aussi de pavillons qui abritent des cantines, des équipements de service, des lieux de baignade, des jardins, etc., qui permettent au fond de faire qu'il y ait des aménités, au fond, qui accompagnent ces grands développements logistiques. Et l'intérêt de devoir les regrouper est aussi de pouvoir donner à ces équipements qui accompagnent la logistique un caractère ouvert, agréable et qui permet de se restaurer, de se remettre en forme près de son lieu de travail. Donc voilà 2-3 exemples qui montrent comment on pourrait développer une ville logistique de service. Enfin, des espaces de service dans la ville logistique, plus exactement. Et puis, il y a d'autres fonctions logistiques qui sont des fonctions ouvertes sur la ville, qu'on appelle front office en termes de logistique, et qui peuvent être en relation avec des fonctions qui, elles, sont tournées plutôt vers l'intérieur de la ville logistique et qu'on appelle back-office, c'est-à-dire cette idée d'un échange entre les rues ouvertes au public et puis des fonctions logistiques qui permettent aussi de trouver les vitrines en quelque sorte ou les showrooms, pour employer un mot tout à fait franglais, de cette ville logistique et de faire que il y a aussi un rapport avec les espaces publics, c'est-à-dire si les plateformes sont en partie des lieux fermés, une partie de l'activité logistique peut s'ouvrir sur les espaces publics. Et c'est ainsi qu'on a imaginé, au fond, ouvrir une partie de ces activités logistiques sur la ville, avec cette idée de façade qui s'ouvre sur le réseau des espaces publics. Ensuite se pose aussi la question des modalités, des multimodalités de transport entre le rail, le fer donc, et la route, avec aussi des exemples de desserte de cette ville logistique vers les autres parties de Paris et de la région parisienne, en utilisant le tramway comme tramway fret. Donc ça, ce sont aussi des exemples qui ont été
réalisé à Dresde, où on passe de l'approvisionnement de ces zones logistiques par le rail et une desserte par le tramway d'un certain nombre de quartiers et d'autres lieux de distribution dans les villes. Donc voilà comment on a imaginé la transformation de cette ville sur elle-même, en montrant comment cette ville logistique, en fait, pouvait, à partir de on pouvait développer de multiples fonctions de cette ville logistique, et en elle-même, elle posait d'ailleurs toutes sortes de questions sur les transports, les dessertes, les parties ouvertes et fermées, et une infinité d'échelles voilà, qui rendent tout à fait passionnant d'ailleurs un travail sur la ville logistique. Et un certain nombre de ceux qui ont travaillé d'ailleurs sur ces secteurs militaient pour une mixité de la ville et pour introduire de l'habitat et toutes sortes de diversités fonctionnelles à l'intérieur de cette ville logistique. Il y a un peu une limite à cet exercice, me semble-t-il, parce que c'est une ville assez nuisante, assez bruyante, et qui a un certain nombre d'avantages aussi à pouvoir lui donner un périmètre où elle puisse se développer, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle ne se diversifie pas pour retrouver des points d'échange avec le reste de la ville. Mais là, on voit la limite de la mixité urbaine et de positions parfois un peu doctrinaires sur cette question. Et donc, cette étude sur cette ville logistique nous avait amené à d'abord découvrir une activité qui est peu visible et souvent peu regardée d'ailleurs, et en comprendre les différents aspects et comprendre qu'il y avait au travers de ces questions un élément majeur de l'avenir de nos grandes métropoles. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple de Rungis, et suivra un autre exemple qui nous emmène à Bruxelles. Alors il est 12h05, donc je ne sais pas ce que vous voulez que nous fassions. Est-ce que nous poursuivons ou est-ce que vous voulez qu'on marque un temps d'arrêt à ce point-là? On a jusqu'à 12h45, Alexandre, et ce serait bien qu'on se ménage peut-être 10-15 minutes de questions. Donc, je ne sais pas comment tu veux. Je vais continuer alors. Oui, moi, je serai pour ça. Bon, alors là, on est à Bruxelles où nous avons été chargés d'une étude sur le canal qui rejoint Charleroi et Anvers et qui passe par Bruxelles. Sachant que Bruxelles est à la fois une ville, mais aussi une région. Et donc, c'est pour la région Bruxelles-Capitale que nous avons réalisé cette étude. Donc, voilà le canal qui va de Charleroi à Anvers, qu'on appelle le canal ABC, puisqu'il va d'Anvers à Bruxelles B et Charleroi C, et qu'il traverse la région Bruxelles-Capitale sur environ 14 km, donc sur la traversée de cette région, traversant les différentes communes qui composent la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons dressé donc une carte de la traversée du canal dans la région Bruxelles-Capitale et qui longe une vallée d'une rivière qui s'appelle la Seine, qui s'orthographie différemment de la Seine qui passe à Paris, puisque ça s'écrit S-E-2-N-E. Et c'est intéressant d'ailleurs de découvrir que cet axe du canal et de la rivière Seine est véritablement dans la région Bruxelles-Capitale un axe économique, industriel, d'activité qui se sont développés tout au long du canal. Et là, on a
à la fois les quartiers populaires de la métropole bruxelloise, mais aussi les quartiers industriels. Et là, encore une fois, il y a dans ces grandes infrastructures, celles du canal, du réseau routier, mais aussi des emprises industrielles, tout un domaine, et c'est comme ça que nous l'avions appelé, tout un domaine qui se développe le long du canal dans la traversée de la région Bruxelles-Capitale. Et voilà ce domaine qui est fait de ce réseau à la fois d'infrastructures, d'emprises industrielles, qui occupe le cœur, en quelque sorte, et la limite ouest en même temps, de cette région Bruxelles-Capitale. Je vais donner l'exemple du bassin de Biestebroek, ici, qui se trouve à l'amont de la rivière Seine, autour d'un grand bassin kilométrique, qui est le bassin de Biestebroek, que l'on voit ici, non loin de la gare du Midi, dont on voit le faisceau ferré à l'arrivée dans Bruxelles, et dans cet environnement tout à fait industriel, comme on le voit sur cette cartographie qui marque cette partie de la ville de Bruxelles, enfin de l'agglomération de Bruxelles-Capitale. Donc autour du bassin de Biestebroek, ici, on va voir le domaine comme il se développe avec ses infrastructures, ses emprises industrielles, mais aussi des projets qui étaient en gestation. Et c'est ces projets-là que nous avons examinés. Donc nous sommes au bord du canal, sur ces terrains industriels, et petit à petit, comme ça, on a simplement fait les relevés des initiatives qui se présentaient sur ce territoire. La première, c'est celle de la logistique urbaine. Et on voit qu'au bord du canal, il y a un dépôt donc, de carburant. Et non loin de ce dépôt de carburant, l'idée d'installer un port pour les conteneurs avec des systèmes de porte-conteneurs donc qui viennent s'installer là sur le quai. On est à moins d'1 kilomètre de la gare du Midi, dans une ville par ailleurs assez dense, et on comprend que cette activité que l'on développe ici comme si on était en rase campagne n'est pas adaptée au fond au contexte urbain dans lequel nous sommes. Et donc, nous avons réfléchi à l'hypothèse d'intégrer ces activités dans des bâtiments qui permettaient de développer à la fois ces activités logistiques en rez-de-chaussée et aussi d'autres activités dans les étages pour essayer justement de créer là une forme de mixité à la fois logistique et d'autres fonctions urbaines. Il y avait aussi des projets en cours qui étaient des projets d'entrepôt. Donc nous avons figuré le projet d'entrepôt tel qu'il était imaginé. On voit cette grande boîte comme ça, posée au bord du canal et curieusement destinée au transport des marchandises par camion, sans aucun rapport avec le trafic fluvial donc la plateforme portuaire est utilisée comme une plateforme logistique pure et simple, sans du tout mettre à profit la proximité du canal. Et donc, on propose là aussi de faire qu'on puisse développer des bâtiments différents, permettant de superposer des activités et ouverts aussi sur les échanges avec le canal. Ensuite, d'autres projets de construction de tours qui venaient à côté des autres éléments qu'on vient de voir d'une façon totalement séparée. Et là, on proposait au fond d'intégrer des constructions à celles qu'on imaginait d'une façon différente.
des cinémas qui venaient se poser non loin de toutes ces différents îlots, chaque îlot développant comme ça un projet totalement indépendant, des projets totalement indépendants les uns des autres, des projets immobiliers également, aussi indépendants des projets précédents. Et donc, toute la réflexion que nous avons menée était de pouvoir fédérer en quelque sorte tous ces projets, et y compris par exemple un projet de pont qui nous paraissait particulièrement curieux, qui consistait à partir d'un pont relativement petit, de 17 mètres de portée, tel qu'il existe aujourd'hui, pour créer un énorme pont suspendu de 60 mètres de portée, sans qu'il y ait aucune raison à réaliser ce type d'ouvrage. Et donc, on proposait de tirer avantage des terrains disponibles pour développer d'autres possibilités constructives pour pouvoir accueillir dans le cœur de Bruxelles-Capitale les 250 000 nouveaux habitants qui sont attendus. Et donc, cette étude était destinée à montrer qu'on pouvait tirer avantage de ces grands terrains industriels le long du canal et le long des infrastructures qui bordent le canal, de façon à fédérer, au fond, toutes les initiatives qui pouvaient se développer sur ces terrains, accueillir à la fois de nouvelles activités en ville, mais aussi se servir de ces capacités foncières pour pouvoir, en intégrant toutes ces fonctions, finalement, accueillir les 250 000 nouveaux habitants que la région Bruxelles-Capitale attend. Et donc, à ce moment-là, la question à la fois de la coordination de ces projets, de leur conjonction et de leur complémentarité se trouvait posée. Et sans développer un projet très détaillé, nous avions illustré de cette façon-là cette démarche qui a sans doute été comprise et que le gouvernement et l'administration de Bruxelles-Capitale, de la région Bruxelles-Capitale, est en train de développer à partir de cette idée de ces terrains qui se développent le long du canal, à partir encore une fois de cet héritage industriel, et encore une fois avec cet exemple, montrer comment cet héritage pouvait être à la fois celui de la forme urbaine, mais aussi celui de la programmation urbaine, et au-delà de ça, la possibilité de dégager un domaine, c'est-à-dire une possibilité de se donner les moyens fonciers d'agir, parce que ce qui était très singulier dans l'examen de la situation de Bruxelles, c'est que toutes les initiatives viennent du secteur privé et que l'administration, enfin le gouvernement de Bruxelles-Capitale, bien qu'il soit en vérité propriétaire de ces grands terrains, ne se donne pas les moyens d'agir et de maîtriser le développement de la ville, ce qui est par ailleurs une démarche nécessaire pour pouvoir organiser la fédération de cette grande ville autour du canal et accueillir les fonctions indispensables au développement de la région Bruxelles-Capitale et de chacune des villes qui la composent. Donc voilà l'exemple bruxellois. Et je terminerai par un exemple à Bordeaux avec un projet sur lequel nous avons travaillé et que nous avons construit, qui est la transformation d'un ancien centre de tri postal à Bègles en cité numérique. Donc nous sommes sur des terrains qui se situent non loin de la gare Saint-Jean, qui est l'objet d'un grand projet de développement urbain avec la création d'un pôle de développement géré par l'État, qui a créé une structure, donc un établissement public qui s'appelle Eurométropole, Bordeaux Euratlantique,
et qui est chargé du développement de tout cet ensemble situé autour de la gare Saint-Jean, dans lequel se construisent plusieurs milliers de mètres carrés et millions de mètres carrés à la fois d'équipements, d'activités, de bureaux et de logements. Et la cité numérique faisait partie de ce périmètre, donc c'est avec l'établissement public EPA Euratlantique que nous avons réalisé cette opération, mais aussi avec la métropole bordelaise et avec la région Aquitaine. Donc voilà la situation du centre de tri postal qu'on voit comme cette grande surface au milieu du tissu de Bègles et du quartier des Terre-Neuve. Voilà le centre de tri postal et son terrain, un terrain d'environ 20 000 mètres carrés et une surface construite équivalente avec des grands plateaux et un projet qui consiste à transformer ce centre de tri postal en cité numérique. Voilà l'état des lieux avec des occupations temporaires d'ailleurs de la cité numérique pendant les études. Et ce que nous avons fait tout d'abord, c'est d'aller voir les futurs occupants de ces cités numériques pour comprendre comment ils travaillaient en allant leur rendre visite dans leurs ateliers, pour comprendre au fond à quoi ressemblaient les lieux de travail de ces entreprises numériques qui postulaient et qui étaient candidates pour venir s'installer dans la cité numérique que nous allions créer. Et donc, nous allions comme ça, de réunion en réunion, pour à la fois observer la façon dont ces entreprises travaillaient et puis leur exposer aussi les grandes lignes du projet que nous étions en train d'imaginer. Ce qui était intéressant en allant voir les conditions de travail des différentes entreprises numériques, c'est de comprendre, comme on le voit sur cette image, que parfois ils redoutaient la lumière du jour. On voyait des grands ateliers où des jeunes gens étaient placés devant des écrans et dans une pénombre travaillaient comme ça à des programmes différents dans une atmosphère qui, disons, nous éloignait de la conception de bureaux situés sur les 5 ou 6 mètres longeant une façade exposée à la lumière. Et ça nous a permis de rapprocher cette observation avec les qualités même du centre de tri postal, qui était un bâtiment extrêmement profond et qui ne correspondait pas dans sa composition même aux standards attendus pour composer des immeubles d'activité ou de bureaux. Mais c'est précisément cette correspondance entre les conditions mêmes de travail de certaines des entreprises que nous sommes allés voir et l'état des lieux du centre de tri postal qui a été à l'origine de la réflexion que nous avons conduite. En essayant de tirer avantage de ce qui apparaissait au début comme un défaut du bâtiment pour en faire une qualité. Voilà la terrasse de ce centre de tri postal qui était aussi une ressource pour développer le projet. Voilà cette architecture datant de 1978, œuvre d'un architecte que nous avions rencontré d'ailleurs, qui s'appelle Georges Cordier, et avec qui nous avons visité le bâtiment, qui nous a raconté d'ailleurs dans quelles conditions il avait pu créer ce bâtiment et qui nous a raconté une anecdote assez amusante. C'est que lorsqu'il a fini les travaux donc du centre de tri postal en 1978, il s'est rapproché de la mairie de Bègles pour obtenir le raccordement du bâtiment au réseau. Et quand il est allé voir les services techniques de la ville de Bègles en leur disant « Voilà, nous avons terminé ce bâtiment de 20 000 mètres carrés, on voudrait simplement obtenir le raccordement au réseau », le chargé de la mairie de Bègles leur a dit « Monsieur l'architecte, il y a un petit détail, une formalité dont vous devriez
que vous devriez accomplir, qui consiste à déposer le permis de construire. Et en fait, on se rend compte qu'en 1978, on pouvait construire un bâtiment de 20 000 m² en s'affranchissant de la formalité du permis de construire. Je vous laisse méditer sur cette réflexion pour savoir si les tracasseries nombreuses qui accompagnent le dépôt du permis de construire aujourd'hui constituent un progrès ou au contraire une sorte de régression. Mais voilà comment on a essayé de tirer parti donc, de cette architecture construite selon les plans de ce jeune architecte de 30 ans, Georges Cordier, qui avait reçu sa première commande d'importance avec ce centre de tri postal en 1978. Voilà le bâtiment, voilà comment nous transformons et voilà comment on passe de l'état des lieux au projet. Mais ce que je vous invite à faire dans la visite qu'on va accomplir ensemble, c'est de comprendre comment, encore une fois, l'état des lieux inspire à la fois le programme, la manière de le développer à l'intérieur du bâtiment et comment les qualités d'un bâtiment existant servent de support à l'invention du bâtiment futur. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans cette transformation, on peut reconnaître le bâtiment tel qu'il était et tel qu'il est devenu. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le bâtiment porte la double signature, celle de Georges Cordier et la mienne, avec près d'un demi-siècle d'écart, enfin un peu plus que ça, une quarantaine d'années, et qu'en même temps, il se sert de l'héritage de l'activité du centre de tri pour accueillir une cité numérique. Et dans cette économie de la moindre dépense, c'est-à-dire qui consiste à se servir le plus possible de l'existant, ça permet de faire un bâtiment qu'on a terminé avec les abords, les jardins, l'aménagement, le désamiantage, la démolition et la construction, qui est réalisé pour moins de 1 000 € du mètre carré. Et cette économie de la construction donne aussi une forme de liberté dans la transformation du bâtiment. Et donne à chacun, comme on le verra, la liberté d'aménager à sa guise les bureaux ou les surfaces qu'on a transformées. Voilà comment on passe de l'état des lieux au projet. Vous voyez que la distance qui sépare ce qui précède de ce qui advient est relativement ténue et pour autant déterminante. Et là, on voit comment on passe sur cette image de l'intérieur, de l'état des lieux, tel qu'on le découvre quand on visite le centre de tri postal, pour ouvrir la structure, dégager la rue, tirer avantage du mode constructif du bâtiment avec ce système de poteaux et de planchers tout à fait rationnel qui permettent de retrouver cette rue. À partir de cette rue, reconstruire des demi-niveaux, des sortes de mezzanines qui permettent d'augmenter les mètres carrés à l'intérieur du bâtiment et de compenser les mètres carrés qu'on perd en perçant la rue, et puis de recréer cette façade avec des ouvertures. On voit les ouvertures ici, avec des fenêtres qui sont d'ailleurs toutes identiques pour des raisons économiques aussi, parce qu'on a créé 1000 fenêtres, et c'est 1000 fois à peu près la même fenêtre, ce qui permet de négocier avec l'entreprise qui fabrique les fenêtres, à la fois un dessin original de ces fenêtres, avec une filière d'aluminium qui permet d'avoir un profil particulièrement adapté, et en même temps la répétitivité de ces fenêtres qui permet d'avoir donc des huisseries de qualité et de retrouver dans la répétitivité de ces façades quelque chose aussi qui a trait à l'héritage industriel de ce bâtiment. Sachant qu'on retrouve des rues, donc plantées, et que ces plantations n'ont pas seulement un rôle décoratif, comme on le verra tout à l'heure,
mais servent aussi, elles participent aussi au rafraîchissement des bureaux en créant un microclimat qui, lorsqu'on ouvre les fenêtres des bureaux et des lieux d'activité, permettent de rafraîchir l'intérieur des bâtiments. Donc, vous allez voir une série d'images. J'espère qu'elles n'arrivent pas trop en différé. On passe de l'état des lieux au projet en train de se réaliser et à la transformation du site avec la création de ce jardin qui est à la fois un lieu dans lequel on peut se rencontrer, qui sont des sortes de rues, avec les passages sous le bâtiment, et ces plantations de bambous, de palmiers et de plantes tapissantes qui participent avec le recueil des eaux en toiture, recueillies dans des citernes et qui arrosent le jardin, et la vaporisation de brouillard d'eau potable qui permettent de rafraîchir l'atmosphère. Donc, vous verrez ces images où l'on passe successivement de l'état des lieux au projet et à la réalisation, comment on passe de couloirs à des lieux de travail avec des mezzanines, comment on se sert de volumes apparemment bas sous plafond